Nous représentons 43 associations qui ont signé un appel à manifester aujourd'hui à 10h30. Ce sont des associations féministes. Les organisatrices sont la coordination lesbienne en France, la coordination pour le droit à l'avortement et à la contraception et le collectif pour le respect de la personne. Et les 43 associations sont des associations féministes majeures, parmi lesquelles par exemple les chaînes de garde, le lobby européen des femmes, Femmes solidaires, le CDF, le collectif national pour le droit des femmes, les associations italiennes, le mouvement d'Uni, enfin bref, une grande liste. Et nous sommes devant, là en ce moment nous sommes devant le Conseil de l'Europe parce qu'en ce moment la Commission des affaires sociales est en train de délibérer sur le sujet de la GPA et nous redoutons très très fortement que cette délibération conduise au mieux à une GPA, à la mise en place d'une harmonisation des politiques européennes dans la direction d'une GPA dite éthique, c'est-à-dire d'une GPA encadrée. Et pour nous, pour ces 43 associations, la GPA payante, la GPA éthique, la GPA gratuite, ça n'existe pas. Il n'y a que de l'instrumentalisation du corps des femmes, que de l'exploitation. Et pour toutes ces raisons, en fait, nous sommes là pour protester contre ce que nous redoutons, qui va se dérouler ce matin et dont nous attendons les conclusions vers 11h midi. Et nous espérons au contraire que le Conseil de l'Europe prenne position pour l'abolition, qui est la seule solution possible face à une pratique dégradante qui nous ramène 3000 ans en arrière. Oui, et nous sommes très en colère et très mobilisés parce qu'on entend au sein même du Conseil de l'Europe et notamment de la femme membre du Conseil de l'Europe qui est rapporteure qui a écrit ce rapport qui va être étudié ce matin et qui appelle effectivement à donner ce qu'ils appellent un cadre à la gestation pour autrui, à la maternité de substitution, et qui prétend qu'il pourrait y avoir ainsi une limitation des abus, une limitation de ce qu'ils appellent des dérives, et qui ne veulent pas reconnaître que la GPA est en elle-même un abus fondamental, une dérive insupportable. Pour nous, c'est exactement comme si on nous disait on va faire un esclavage éthique. On va encadrer l'esclavage pour éviter les dérives. Lorsqu'on a une pratique qui est aussi choquante, aussi aliénante pour les femmes, on ne l'encadre pas. On dit pas comme Petra de Sutter, on va limiter les dégâts. Elle le dit textuellement, on va limiter les dégâts. Mais non, le dégât, c'est qu'on aille partout utiliser des femmes pauvres dans le monde pour fabriquer des enfants sur commande à des populations riches. Donc cette hypocrisie est extrêmement choquante, elle est aussi extrêmement dangereuse, parce que si on allait vers un encadrement pour différents pays de la GPA, la France et les autres pays auraient beaucoup de mal à résister. Or actuellement, il y a très peu de pays européens, 3 à peu près, qui tolèrent ou encadrent la GPA. Tous les autres sont contre. Mais que font les Européens? Même les Anglais, là où il y a des règles, théoriquement, ils peuvent avoir des mères porteuses en Angleterre, en Grande-Bretagne, mais ils ne peuvent pas les payer, il faut qu'ensuite les parents les adoptent, etc. Donc les conditions sont très restrictives. On a donc affaire à une GPA réglementée, pas éthique, mais en tout cas réglementée. Que font les Anglais? Ils vont partout ailleurs. Ils vont en Inde, ils vont en Californie, ils vont en Russie, ils vont en Ukraine. Donc ça prouve même que la GPA dite réglementée, elle ne fonctionne même pas. Donc là aussi c'est une erreur et il faut se rappeler tout de même que l'Inde, dont on connaît bien les conditions dans lesquelles se passe la GPA, ces fameuses usines à bébés que tout le monde a vues à la télévision, l'Inde est aujourd'hui le premier producteur de bébés. Donc il y a là un commerce quasiment néocolonial, il y a eu des analyses très précises faites là-dessus, hein, un commerce quasi colonial, dont se satisfont un certain nombre d'Européens. Et nous avons absolument honte. On n'est pas là seulement pour défendre les femmes françaises, nos sœurs, nos filles, etc. On dit, mais il faut défendre les femmes du monde entier, parce que c'est elles... au niveau mondial alors. Pardon? Vous battez pour une abolition au niveau Mais bien mondial. entendu, aujourd'hui tout est mondialisé, il y a une délocalisation des ventres, il faut protéger les femmes des pays là où elles sont les plus menacées. Je veux dire que on parle des valeurs européennes, mais elles sont où nos valeurs?
si on va acheter des femmes dans le monde entier pour nous faire des bébés ici. Non, que ce soit pour des couples hétéros ou des couples homo, pour nous c'est exactement pareil. C'est le principe même de l'aliénation de la femme, du fait de la payer pour faire un enfant et puis on lui enlève son enfant dès qu'il est né, comme si c'était un petit animal qu'on enlève à sa mère. Donc c'est totalement scandaleux et c'est contraire au principe élémentaire du respect du corps humain, des droits de l'homme et des droits de la personne. Un bébé c'est une personne, une femme c'est une personne, donc ça ne s'achète, on n'achète pas le corps, on ne le vend pas. Pardon, je m'emporte, mais on est... Vous avez bon espoir, quelle que soit la décision? On sait très bien on sait très bien que nous commençons un mouvement, qui est un mouvement qui part de façon très intense, mais en même temps très difficile. Parce que face à nous, en fait, nous avons toute cette logique de mondialisation et de société libérale, néolibérale, pour laquelle le commerce, tout ce qui est mercantile est valorisé. Et donc nous avons fort à faire. Et donc nous sommes partis dans un grand mouvement qui au départ donc essaie de créer une sorte de consensus, une sorte de mouvement européen, mais nous n'entendons pas nous limiter à cette plateforme européenne, puisque nous rejoignent des Canadiennes, nous rejoignent des Indiennes, nous rejoignent des Africaines également, que cette tendance est en train de sensibiliser, d'émouvoir profondément, de révolter. Et nous avons déjà marqué une étape très importante en organisant des assises qui ont eu lieu début février. Donc Alors, oui, à chacune de nos organisations, à chacune de nos manifestations, la mobilisation s'accentue. Là, c'est 43 associations, on est parti avec 5. Nous rejoignent de plus en plus d'associations et ce que tu disais sur la sensibilité également en Afrique, une des premières associations signataires, c'est Femmes Migrantes Debout. À la manifestation du 8 mars, c'était elle qui avait les pancartes sur la GPA parce que pour elle, il n'y a aucun doute. L'exploitation des femmes, elles savent ce que c'est dans leur pays d'origine. C'est très frappant de voir se rejoindre les femmes de tout pays qui veulent se soutenir entre elles. Et puis, ce qui nous rend tout de même un peu confiants, sinon optimistes, c'est la déclaration du Parlement européen qui, il y a deux mois, c'était quand c'était le Parlement européen, qui a fait une déclaration pour affirmer clairement que la GPA était une violence faite aux femmes et qu'elle devait être abolie. Donc je pense qu'une déclaration de principe du Parlement européen qui montre que cette pratique est contraire aux droits humains, c'est un peu plus important qu'une commission du Conseil de l'Europe. Je ne veux pas mépriser le Conseil de l'Europe, mais ce ne sera pas décisif. La décision qui sera prise ce matin, elle peut être inquiétante. Elle sera pas décisive. Si le rapport était voté, il retournerait ensuite devant le. Vous avez déjà une petite idée de la décision qui va être prise à votre avis? Ah non, pas encore, non. D'accord. C'est au cas où. Alors, mais Madame Annie Von... Oui, C'est Madame la députée Annie Von Le Dain nous a rejoint, qui est membre de la commission pour l'égalité, c'est ça? Oui. D'accord. Alors je vais prendre le micro. Oui, ce serait bien qu'elle puisse dire quelque chose. Parce que tu es membre du Conseil de l'Europe. oui, je suis membre du Conseil de l'Europe. Et elle est députée socialiste de l'Assemblée nationale. D'accord. Voilà, vous pouvez vous exprimer sur le sujet. Oui, moi je suis donc députée socialiste à l'Assemblée nationale ici et membre du Conseil de l'Europe et donc membre également du groupe socialiste écologique au Conseil de l'Europe. Et Petra Lessuter est également membre du même groupe, ce qui prouve qu'au sein de ce groupe, l'opinion est partagée. Et que donc ça n'est pas une position politique, c'est le rapport d'une personne qui est soumis donc ce matin à la Commission et on verra ensuite si ça va dans l'hémicycle de l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Donc qui se pose des questions. Le Conseil de l'Europe s'intéresse aux questions humanitaires. Moi je suis très violemment contre
la GPA et j'ai un certain nombre de parlementaires socialistes qui sont également contre. Et on est une grosse cinquantaine que j'ai déjà identifiée et que la majorité du groupe en fait est contre. La majorité est contre. Oui. Parce que c'est une violence faite aux femmes, c'est une intrusion absolument considérable et c'est considérer les femmes comme des ventres. Et au bout du compte, ça se terminera toujours par une riche ou des riches qui payent ou indemnisent une pauvre et qui prendra les risques. La question de la GPA, elle pose la question non seulement de l'instrumentation du corps des femmes, c'est-à-dire que c'est un outil au service de gens en souffrance, certes, mais d'un outil, mais deuxièmement, tous les risques, ce sont elles qui les prennent. Et ce sont des risques biologiques et ils ne sont absolument pas anodins. Moi, j'ai connu 3 grossesses, 3 grossesses différentes, 3 maternités différentes, 3 accouchements différents, 3 suites de couches différentes. Sans parler du lien avec l'enfant. C'est un lien qui est très important. Mais le risque pour les femmes, il est considérable pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après. On ne peut pas tout prévoir. Une femme n'est pas une dame Jeanne dotée d'un bouchon. C'est très simple. Et les enfants, est-ce qu'il y a des risques au niveau des enfants quand ils vont grandir? Mais j'en sais rien. Pas encore. Les enfants qui naissent, c'est un enfant, donc forcément c'est un cadeau de la vie. Mais après, il va vivre avec des réalités physiologiques et des réalités humaines. Est-ce qu'à cet enfant, on lui dira qu'il a été conçu par GPA avec des ovules prélevés dans le ventre d'une femme jeune et implantés dans le corps d'une autre femme à l'autre bout du monde? Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. On a 3 parents. Il a été acheté et il a 3 parents. Le corps de la jeune auquel on a fait des injections d'hormones pour provoquer la ponte d'ovules, ensuite la manipulation en éprouvette de type PMA, hein, et ensuite la réimplantation dans un deuxième ventre. Donc on a utilisé 2 ventres. Les femmes deviennent des ventres qui vont souffrir parce que les injections d'hormones, ça provoque des contractions, ça provoque des modifications hormonales. C'est une intrusion dans la biologie profonde d'une personne humaine. Et les femmes sont des personnes humaines. Dans 2. Pour satisfaire le désir profond, mais finalement d'une certaine forme de confort occidental qui nous va bien, ou même si c'est pas occidental, puisqu'on sait qu'en Inde par exemple, il y a des couples infertiles en Inde, indiens qui ont recours à la GPA, on satisfait le manque de certains au risque des autres, et on transforme la femme en instrument, et comme si c'était normal. Et c'est une vraie grande question de société au XXIe siècle. Est-ce que nous en revenons à la lutte des classes? Ce seront toujours le corps d'une pauvre qui sera utilisé au bénéfice d'une riche ou d'un riche. Et ce sera toujours, comme d'habitude, la femme qui en souffrira. La femme qu'on encapuchonne ou la femme qu'on enferme dans une clinique pour s'assurer que la grossesse ira bien jusqu'au bout. Tous les risques sont pour elle. C'est un scandale. La GPA est un scandale moral du XXIe siècle. Ce que la technique et la science permettent, l'humanité ne doit pas forcément l'autoriser. Et on est sur ces questions-là aujourd'hui. On est sur des questions qui sont profondément éthiques. Voilà, on ne doit pas tout... même si c'est possible, est-ce qu'on doit l'autoriser? C'est des questions essentielles. Alors vous me direz, certains me disent, mais finalement, on fait des greffes. Mais quand on fait des greffes de vif à vif, par exemple un rein, une greffe de rein d'un être vivant à un autre être vivant, l'autre être vivant, il est en danger de mort. Ne pas avoir d'enfant, on n'est pas en danger de mort. C'est une souffrance. Mais je ne vous donnerai pas mes yeux parce que vous êtes aveugle. Je ne vous donnerai pas mon cœur parce que vous avez un problème cardiaque. Vous voyez, on n'est pas dans la même situation. On est dans une souffrance psychologique. Quelqu'un qui est aveugle, soit à la naissance, soit qui le devient, c'est une souffrance. Un handicap est une souffrance et on vit avec. C'est pas parce que quelqu'un d'autre peut le compenser qu'il faut le faire. Donc on est dans un vrai sujet de société et pas du tout sur une technique qu'on peut appliquer parce que finalement j'en ai envie. Et ça c'est important.